Salut les terriens, aujourd'hui pour ce journal de la Starbase, nous allons faire notre traditionnel tour d'inspection du chantier perpétuel de Boca Chica. Alors que les équipes de SpaceX continuent de peaufiner les armures d'acier et les isolations des différents équipements et engins du site, certaines divulgations importantes passeraient presque inaperçues. Mais heureusement, les équipes du JDS veillent au grain pour que vous n'en ratiez aucune miette. Mais pour l'instant, concentrons-nous d'abord sur les progrès accomplis ces 2 dernières semaines. Une petite mise en bouche avec un chantier discret et néanmoins essentiel à la future cadence de production imposée par Elon Musk. Toujours en cours d'assemblage, le nouveau hangar sur le site de construction où Mega Bay a gagné encore quelques sections et on ne devrait pas tarder à le voir achevé. Le 10 janvier, malgré un vent très fort à Boca Chica, les chopsticks ont été activés avec une vitesse plus importante que durant les tests des jours précédents, et lors du 5e test effectué le 12 janvier, les bras n'ont jamais bougé aussi vite. Il leur aura fallu exactement 7 minutes et 10 secondes pour monter et redescendre sans aucune charge. Et oui, cela constitue un record de vitesse pour celles qu'on appelle aussi les baguettes chinoises. Si vous trouvez que c'est extrêmement lent, et oui, 7 minutes à regarder des bras géants monter et descendre, c'est long, je vous invite à mesurer les progrès effectués par Mekazila en comparaison avec ses dernières séances d'entraînement. Sur ces magnifiques images de NASA Spaceflight, si l'on compare le mouvement des bras à la vitesse de la Lune qui évolue dans le ciel nocturne de Boca Chica, on comprend vite que les équipes de SpaceX avancent lentement, certes, mais sûrement. Bon, il est aussi vrai que cet exercice s'est fait à vide. En effet, nous vous parlions lors du dernier journal de la Starbase des énormes sacs oranges suspendus au bras de la tour de lancement afin de tester la puissance des moteurs des chopsticks. Eh bien, sachez que ce sont tout simplement des ballons d'eau conçus pour peser de 1 à 100 tonnes. Ces sacs servent d'ailleurs généralement de testeurs de charge pour les grues, sont fournis par la société MIS pour Marines and Industrials et font en moyenne 10 mètres de haut sur 6 de large. Sur chacun des chopsticks, et d'après les informations de SpaceX 3D Creation et Centrix, que nous remercions au passage pour ces superbes animations, 250 tonnes de charge auraient été réparties sur chaque bras, soit 500 tonnes en tout. Bien que spectaculaires, ces testeurs de charge ne sont que la partie visible de l'iceberg. En effet, le 10 janvier, une lourde barre transversale d'acier a été placée entre les bras de la tour de lancement, qui pèse respectivement 100 tonnes chacun, afin de simuler le diamètre du futur booster lors de sa récupération. À chaque extrémité de cette poutre d'acier, de solides cordes ont été attachées pour y suspendre les testeurs de charge. A noter que les points d'accroche de cette barre transversale sur des chopsticks coïncident bien évidemment avec ceux dans lesquels le booster viendra s'arrimer. L'ensemble de ce dispositif avait donc bien pour but de mener plusieurs vérifications en même temps, s'assurer que l'ensemble de la structure sera en mesure de résister au poids colossal d'un booster rattrapé en plein vol, tout en vérifiant que les moteurs des actionneurs linéaires seront assez puissants pour faire pivoter sur son axe le Super Heavy et ensuite le placer correctement sur l'OLP. Et puisque l'on parle d'elle, cette fameuse table orbitale n'a pas eu à soulever de poids, mais elle a vu pas mal de monde lui courir autour. En effet, son panneau à déconnexion rapide, qui servira à ravitailler le booster rapidement, a lui aussi été sollicité. Lors d'un exercice à la mi-janvier, il a considérablement accéléré sa vitesse de croisière, à l'instar des chopsticks, et sera désormais en mesure de s'ouvrir et de se refermer en moins de 4 secondes. Ces tuyaux d'alimentation en méthane et en oxygène ont également reçu une isolation cryogénique, et à l'heure où j'écris cette vidéo, il semble que le travail soit loin d'être achevé. Des tests de pressurisation ont aussi été menés sur les 20 starters placés tout le long de la circonférence de la table orbitale. Pour rappel, ces derniers sont chargés d'allumer les 20 moteurs fixes du Super Heavy et ne serviront qu'une seule fois lors du lancement de la fusée. Ah au fait, si vous voulez postuler chez SpaceX à Boca Chica, assurez-vous de ne pas avoir le vertige, d'aimer prendre des risques et d'être, pourquoi pas, insomniaque. Quand on parle de chantier perpétuel sur la Starbase, ce n'est pas qu'une image, c'est un fait. Attention à la marche s'il vous plaît. C'est bon, tout le monde a les pieds sur la table ? Dans la nuit du 22 au 23 janvier, les équipes de SpaceX se sont donc activées pour effectuer quelques travaux d'inspection, suivis d'une séance de soudure, probablement sur les plaques en acier ajoutées récemment afin de protéger la structure de l'OLP. Concernant le lanceur Super Heavy B4, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a de plus en plus d'allure avec ses couvertures aérodynamiques, désormais au complet sur chacun de ses COPV, qui pour rappel serviront à démarrer les 9 Raptors centraux. Et puisque l'on parle de ces moteurs, la petite vingtaine qui jalonne sa circonférence ont eux aussi reçu leur protection cylindrique. L'endroit est comme toujours en pleine effervescence et il semble clair qu'une vaste opération de rangement à grande échelle ait été organisée. Une section d'un réservoir du S-21, successeur du Starship S-20, a été déplacée du Mid Bay, le petit hangar de construction, et placée près du High Bay, le grand hangar de construction. Peut-être que les équipes de SpaceX prévoient d'empiler le nez du S-21 sur cette section, mais l'on voit mal comment, puisque la place est déjà prise dans le High Bay.
En effet, le B7, qui sera probablement le prochain booster à voler après le B4, a vu son réservoir d'oxygène être augmenté de 4 segments, puis d'autres segments du réservoir de méthane cette fois sont venus s'ajouter. Sur le pas de tir suborbital B, le S-20 se dort la pilule depuis un bon bout de temps, et nous remercions à cette occasion RGV Aerial Photography pour ses superbes photos. Sans doute pour le sortir de sa torpeur, Marvin, la grue martienne, est venu le saisir afin de le soulever du pas de tir pour le placer ensuite sur une plateforme de transport. Après cela, le S-20 a été transféré dans la nuit du 22 au 23 janvier sur le pas de tir orbital où il n'a pas eu l'occasion de séjourner depuis près de 5 mois. L'objectif est sans doute de lui faire subir quelques tests de pressurisation cryogénique tels que le laissent suggérer ces tuyaux à même le sol qui sont reliés à la ferme à ergols. Le S-20, désormais sur le pas de tir, se demande sans doute quels sont les obstacles qu'il va encore devoir surmonter avant de pouvoir atteindre l'orbite. Des rumeurs courent actuellement sur un probable test de charge pour les chopsticks, et quoi de mieux pour mettre à l'épreuve les bras de la tour de lancement que de les faire soulever un Starship. Affaire à suivre donc. Une petite nouveauté qui mérite le détour, capturée par la célèbre Mary de Boca Chica, la future porte-cargo du Starship. Située entre le nez du vaisseau et le réservoir à méthane liquide, cette ouverture permettrait à SpaceX de déployer des charges utiles telles qu'un bloc de satellite Starlink de deuxième génération, ou encore sur le Starship HLS dont nous parlions dans le dernier Le saviez-vous, de délivrer du fret ou un équipage à la surface de la Lune via un monte charge. Mais revenons à la ferme à ergols qui semblait d'ailleurs être un peu trop tranquille, ce qui n'est bien sûr pas du goût des équipes de SpaceX qui comptent bien vérifier que la structure de ces réservoirs sera en mesure de résister à d'énormes pressions. C'est dans ce but que le réservoir test ou GSE 4.1 a été mis sous pression jusqu'au point de rupture, ceci afin de s'assurer que les standards de sécurité soient bien respectés. Tout semble s'être ici déroulé correctement avec cette destruction programmée du réservoir, et puis vu que ça faisait longtemps que SpaceX n'avait pas détruit quelque chose, on s'est dit que ça devait leur manquer. Et pour clôturer ces breaking news de la Starbase, ces images d'un serpent mécanique prises par la caméra de Jessica Kirsch, une passionnée qui couvre régulièrement les différents chantiers à Boca Chica et que nous remercions. Et oui, le fameux QD Arm de la tour de lancement, bien que discret en plein jour, est l'objet de nombreuses attentions. Il a d'ailleurs reçu à 2 reprises la visite d'ouvriers qui, en plus d'avoir des compétences en électronique et mécanique, n'avaient pas non plus le vertige. Le QD Arm, en fin de compte, a lui aussi eu droit à une séance de fitness qui consistait à rétracter ses pinces puis à les ouvrir, et ainsi de suite, donnant ainsi l'impression d'applaudir les équipes de SpaceX pour les nombreux soins prodigués. Tout va très vite chez SpaceX et ce n'est pas l'actualité de la semaine dernière qui va nous contredire. Et oui, l'entreprise a divulgué les plans des futures installations de la Starbase en Floride, et pour ce qui nous a été donné de voir, l'un des futurs bâtiments pourrait à lui seul englober les tentes de la Starbase et les surfaces d'empilement des sections de prototypes, soit plus de 47 000 m², ce qui inclut l'extension prévue. Une future Starbase, petite sœur de Boca Chica donc, qui sera appelée elle aussi à grandir au fur et à mesure des ambitions de SpaceX. On peut même prédire qu'elle poussera à vitesse grand V si la FAA, l'agence fédérale américaine de l'aviation, venait à refuser à l'entreprise le droit de lancer ses Starships depuis le Texas. Le Kennedy Space Center va donc voir son décor progressivement changer, bien que ses infrastructures actuelles, adaptées à la Falcon Heavy, ne soient actuellement pas transposables au Starship Super Heavy. Elon Musk quant à lui ne laisse pourtant aucun doute à ce sujet, le pas de tir 39A est un lieu sain du lancement spatial, aucun autre endroit ne mérite mieux que lui un pas de tir pour le Starship. Il y aura donc des équipements au sol ainsi qu'une tour similaire et même plus avancée que ceux de la Starbase. Une divulgation peut en cacher une autre chez SpaceX et l'entreprise vient enfin de partager l'animation officielle d'une récupération de son booster par les Chopsticks. La première information capitale dans ce processus de récupération, sur lequel tout le monde spécule depuis qu'Elon Musk a indiqué qu'il souhaitait que les 2 étages de sa fusée soient rattrapés par la tour de lancement, est la suivante. Le début de cette phase commencera lorsque le booster allumera ses moteurs à 1800 mètres au-dessus de Mekasila, et devinez quoi, c'est exactement la même altitude à partir de laquelle le booster de la Falcon rallume ses Raptors, sauf que comparé à ce dernier, le Super Heavy est un mastodonte. SpaceX a tout de même une expérience de plus d'une centaine de récupérations de boosters de Falcon 9, mais est-ce qu'utiliser la même stratégie pour le Super Heavy est une bonne idée ? Pour rappel, la trajectoire du booster d'une Falcon 9 lors de son retour sur Terre ressemble à cela. Et ce qui est important ici, c'est l'angle d'approche. Le booster n'est pas complètement à la verticale, ce qui permet à sa surface exposée au flux d'air d'augmenter sa portance. Bien sûr, si la manœuvre avec Falcon est désormais acquise pour les équipes de SpaceX, elle n'est peut-être pas pour autant transposable au Super Heavy. Ce procédé permettra en tout cas d'écarter la bête et de la faire s'écraser plus loin si une avarie ou un défaut de trajectoire venait à menacer le Stage 0 de la Starbase.
Mais revenons à cette animation, si l'on jette un œil sur les indicateurs d'altitude sur la partie gauche de l'écran lorsque le Starship Super Heavy est encore à 1,8 km d'altitude, on peut voir apparaître des flammes sous sa jupe, en l'occurrence 13 flammes pour les 13 Raptors orientables dans la configuration d'un booster à 33 moteurs, ou 9 flammes dans la configuration actuelle de 29 Raptors. Pour rappel, les moteurs centraux sont orientables et sont utilisés pour la phase de décélération avant la procédure de récupération. Ensuite, lors de sa phase d'approche, 9 ou 6 des Raptors, toujours selon la configuration du nombre de moteurs, seront éteints à 700 mètres d'altitude pour n'en laisser que 3 en activité, afin de contrôler précisément l'alignement avec les chopsticks de la tour de lancement. Ces derniers, de ce qui nous est donné de voir, ne bougeront pas et seront déjà en position de réception. Sachant que le Raptor orientable numéro 1, situé au centre du dispositif, est crucial, si les deux autres qui restent allumés lors de la phase d'approche venaient à s'éteindre, il est probable que SpaceX ait prévu de compenser avec l'allumage de 2 autres moteurs orientables, mais reste à savoir si ces derniers se rallumeront à temps dans le cas de ce type d'avarie. Autre élément important de cette dernière phase, avant le rattrapage par les chopsticks, ce sont les grid fins, ou en français les grilles en forme d'ailette orientable, qui sur le booster de la Falcon, autant que sur le Super Heavy, joueront un rôle décisif pour stabiliser l'énorme masse lors de la phase d'approche. On note également sur l'animation qu'il y aura entre guillemets un léger rebond de l'énorme Super Heavy sur les chopsticks. En effet, le booster viendra se stabiliser entre les deux bras, réduisant sa vitesse à 0, se stabilisant quelques secondes, soit le temps nécessaire pour les chopsticks de se refermer pour l'attraper. Ce rebond sera donc absorbé en principe par les stabilisateurs verticaux des bras de Mekazila, qui ont d'ailleurs été testés dernièrement. Alors est-ce que l'entreprise d'Elon Musk réussira le même exploit en faisant de la récupération et de la réutilisation de son Starship Super Heavy la même routine qu'avec sa Falcon 9 ? Quels sont vos pronostics ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, et si la vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à la partager un maximum autour de vous, et à faire, comme toujours, briller ce pouce bleu pour que l'algorithme de YouTube repère la vidéo et la diffuse au maximum. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, direction la description de la vidéo où vous trouverez plein de moyens de le faire, et quant à moi je vous dis à vendredi, salut les terriens!